très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. Une jeune écologiste ghanéenne traverse à la nage le fleuve Volta pour évaluer l'état de pollution du fleuve. À découvrir dans ce journal. Le Niger suspend l'exploitation de la mine d'uranium d'Akuta pour faire face au risque de pollution. Et puis l'Indonésie est à la recherche d'importants matériels pour mener à bien sa campagne de dépollution plastique. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Destination le Ghana pour découvrir la jeune écologiste Yvette Tété qui devient la première personne à traverser à la nage le fleuve Volta. Ses ambitions étaient d'analyser et d'évaluer l'état de pollution du fleuve et de mettre en lumière les problèmes des déchets textiles dans son pays. Rafietou Mbéreko. Elle s'appelle Yvette Tété, jeune militante écologiste ghanéenne. Elle est la première personne à réaliser l'exploit de descendre à la nage le fleuve de la Volta, un célèbre cours d'eau qui traverse le Ghana du nord au sud avant de se jeter dans le golfe de Guinée. Elle a ainsi parcouru 450 km en 40 jours à raison de 6 jours de nage par semaine. Son objectif était de sensibiliser sur la pollution, attirer l'attention sur l'aggravation de la pollution de l'eau, prendre les échantillons, remplir des flacons pour les faire analyser et évaluer l'état de pollution du fleuve. L'autre raison est de mettre en lumière les problèmes des déchets textiles dans son pays. Il est à noter que le Ghana importe 15 millions de vêtements de seconde main par semaine et les invendus finissent dans les décharges saturées puis dans le fleuve, ce qui pèse lourdement sur le système d'approvisionnement en eau du pays. Yvette Tété entre désormais dans l'histoire. Accompagnée par les membres de la Fondation Or, c'est sous les acclamations qu'elle a été accueillie mercredi 17 mai. Un colloque international sur le développement durable est attendu en Côte d'Ivoire du 5 au 7 juillet 2023. Il sera placé sur le thème « Ville verte, ville durable », comment promouvoir le développement durable en milieu urbain en Afrique. Il sera organisé par le réseau ivoirien des communicateurs pour le développement durable. Suivons le commentaire pour plus de précisions. Le colloque international sur le développement durable sera jumelé avec le Festival des images environnementales pour le développement durable FIED. Il permettra d'expliquer le concept de ville durable, susciter des débats et ouvrir des perspectives d'action pour les acteurs en milieu urbain. Durant les 3 jours de cette grande rencontre internationale, plusieurs axes des contributions scientifiques et des échanges vont couronner ces assises, entre autres l'innovation pour une ville verte et durable, la qualité de vie en milieu urbain, la transition économique pour une ville durable, la résilience pour les villes vertes et la gouvernance. Ce colloque s'inscrit dans la perspective de promouvoir une nouvelle urbanité, de vulgariser les principes de développement durable et de l'urbanisme écologique, et d'engager la réflexion sur la durabilité des villes ivoiriennes et africaines. En somme, les acteurs sont conviés à échanger sur les villes vertes et durables. Au nombre des résultats attendus et indicateurs au thème du colloque, figure la notion de ville durable, une nouvelle urbanité est promue, les principes de développement durable et de l'urbanisme écologique sont vulgarisés, la réflexion sur la durabilité des villes ivoiriennes et africaines est engagée. Le Niger a suspendu l'exploitation de la mine d'uranium d'Akuta afin de faire face au risque de pollution. Ainsi, la compagnie minière d'Akuta s'est fixée pour mission d'assainir ce site dans l'objectif de le rendre plus vivable aux populations environnantes qui souffrent de maladies dues aux radiations. Irène Papadinan pour le commentaire. La compagnie minière d'Akuta dans le nord du Niger s'est donné pour mission d'assainir l'ancienne mine d'uranium qui s'effondre. Exploitée depuis 1978 par le groupe français Areva, devenu Orano, ce site a été fermé en 2021 après l'épuisement de ses réserves.
Environ 20 millions de tonnes de déchets ont été en contact avec l'uranium. Elle s'étend sur 120 hectares et constitue une menace pour la santé des riverains. La compagnie minière Dakota promet de remettre au Niger un site sûr, sain et non polluant dans 10 ans. On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici. Selon la compagnie française Orano, le taux maximum de radioactivité de l'homme relevé sur le site est en deçà du seuil réglementaire. Mais les autorités nigériennes restent prudentes. La compagnie va procéder à la surveillance de la radioactivité de l'air et de l'eau. Néanmoins, les 200 000 personnes vivant dans la ville d'Arlit et ses environs sont toujours dans la peur et sont inquiets. Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km des carrières. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet, hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, par comment on va dire que le là ne va pas être tombé malade? C'est normal. Sur les 2000 consultations, l'Observatoire de santé de la région d'Agadez a diagnostiqué une dizaine de cas de maladies professionnelles dues aux radiations. Au Nigeria, Mustapha Aboubakar crée un minibus électrique avec son entreprise éco-responsable pour lutter contre la pollution de l'air. Il donne ainsi la preuve que l'électricité peut être une solution face à certains problèmes environnementaux. Viva Samana pour en savoir plus. Un minibus roulant à l'électricité est conçu par Mustapha Aboubakar Gajibo. Cet engin est fabriqué par ce jeune Nigérian pour lutter contre la pollution de l'air dans son pays. Ce qui m'a motivé à fabriquer un véhicule électrique, c'est avant tout pour les prix des carburants et des transports qui augmentent tous les jours. De plus, les autres véhicules à énergie fossile causent des dommages à notre environnement. Je me suis donc lancé dans la construction d'un véhicule électrique pour résoudre tous ces problèmes. En effet, la flambée du prix du carburant pose un sérieux problème environnemental et à la population du Nigeria. L'entreprise de ce jeune est engagée depuis quelques années dans les énergies renouvelables. Phoenix Renewable Energy produit également des panneaux solaires et transforme les voitures à essence en électrique dans son atelier à Abuja. Ces véhicules offrent un confort aux passagers et réduisent le coût des transports. Ils sont également réputés pour leur éco-responsabilité. Ce modèle de véhicule électrique est conçu pour les transports en commun à courte distance et à faible intensité. Ce bus de 7 places entièrement construit ici peut parcourir une distance de 210 km avec une seule charge. Il a une option de change de batterie qui permet également d'économiser le temps de charge. Ces voitures respectant les normes environnementales sont déjà convoitées dans plusieurs pays africains, notamment le Ghana, l'Ouganda et le Kenya. Cela nécessite des investissements pour la mise à grande échelle de ces engins. Plusieurs autres actions et inventions éco-responsables sont déjà sur le marché et doivent être encouragées pour lutter contre la pollution et les autres dangers liés à l'environnement. Réduire au maximum le risque de déforestation et de dégradation des forêts associés aux produits mis sur le marché de l'Union européenne, tel est l'objectif principal du règlement publié le 9 juin au journal officiel de l'Union européenne. Ce texte entre en vigueur le 30 juin prochain et abroge le règlement sur le bois de l'Union européenne de 2010 qui prévoit toutefois une période transitoire. Suivons le commentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO estime que les pertes nettes de la superficie de forêt s'élèvent à 78 millions d'hectares entre 1990 et 2020, soit 3 fois la France. Et la déforestation est à elle seule responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, tandis que les émissions durables provenant de la production agricole en représentent 12% selon le rapport spécial du GIEC de 2019. Le règlement fixe des obligations aux opérateurs qui mettent sur le marché de l'Union européenne ou exportent à partir de celui-ci des produits qui contiennent l'un des produits de base suivants ou ont été nourris ou fabriqués à partir des bovins, du cacao, du café, du palmier à huile, le caoutchouc, le soja et du bois.
Les opérateurs concernés doivent mettre en place un système de diligence raisonné. Dans ce cadre, ils doivent prouver que les produits sont issus de terres qui n'ont pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020 et qui sont conformes à toutes les lois en vigueur dans le pays de production. Les entreprises doivent également collecter des informations géographiques précises sur les terres agricoles sur lesquelles ont été cultivés les produits qu'elles fournissent afin de garantir leur traçabilité. L'Indonésie lance une vaste campagne de dépollution plastique. Avec l'expertise de l'association Sea Cleaners, le programme de dépollution de cet archipel du sud-est de l'Asie mobilise des moyens importants comme des bateaux de dépollution et s'étend sur une période d'1 an. Viva Samonan pour les détails. Un programme ambitieux de dépollution a été lancé en Indonésie. Cette initiative est prise par l'association française à but non lucratif des Sea Cleaners avec l'appui des autorités locales et des pouvoirs publics. Pendant plus d'1 an, l'équipe de Sea Cleaners sera sur le terrain pour apporter une solution à la prolifération des déchets plastiques. Ça sera une action qui vise un impact immédiat sur l'environnement avec une perspective éducative et sociétale à long terme. Une vingtaine de sites potentiels d'intervention ont été identifiés pour des actions de dépollution. Les milieux aquatiques accumulant des déchets sont privilégiés et pour y arriver, le Mobula 8, un bateau de dépollution pour intercepter les déchets avant qu'ils n'atteignent l'océan, est mis en marche. Ce bateau est une véritable station de récupération des déchets solides et liquides. Ainsi, dans l'optique de la stratégie nationale de lutte contre la pollution plastique, le gouvernement indonésien veut réduire la pollution plastique de 70% en 2025. Le programme de dépollution dénommé Mobula Against Plastic Pollution a été inauguré le 20 mars dernier au port de Bali. 75% du plastique accumulé dans les océans dans le monde proviendrait de la mauvaise gestion des déchets dans les pays asiatiques. L'Indonésie figure ainsi dans le top 5 des pays polluants au monde. Des actions de dépollution sont alors nécessaires pour réduire l'impact de la pollution sur l'environnement et la vie des populations. En France, les stations de désalinisation de l'eau de mer est au cœur des débats. Alors qu'elles constituent une solution intéressante à la sécheresse, elles sont aussi chères et consomment beaucoup d'énergie. Ces eaux après dessalage ont des impacts sur les fonds marins et cela inquiète les élus français. Les précisions avec nos confrères de France 2. Seriez-vous prêt à boire l'eau de la Méditerranée? Dans un tel décor, vous n'y avez sans doute jamais pensé, mais à Port-Vendre, c'est désormais possible. Voici votre premier verre d'eau de mer dessalée. Elle est un peu différente de la nôtre, mais elle est très bonne. Je la boirai bien tout le temps. Absolument pas de goût, c'est impeccable. Cette eau sort tout juste de ce petit container qui n'a l'air de rien, mais avec ses 77 panneaux solaires sur le toit, il peut produire 11 000 litres d'eau douce toutes les 24 heures en autoconsommation. Filtrée sous haute pression à l'intérieur, cette eau était prévue pour laver les bateaux sur le port. Mais avec la sécheresse, elle sera réservée aux viticulteurs et aux communes voisines. Pour aller beaucoup plus loin, des élus des Pyrénées-Orientales ont visité il y a quelques jours à Barcelone la plus grande unité de dessalement d'Europe. Elle tourne actuellement à plein régime pour alimenter en eau potable un tiers des habitants de la ville. Ça, c'est de sable et de charbon. Dans cette forêt de canalisation, ces tubes bleus permettent de séparer l'eau douce de l'eau salée grâce à de très fines membranes. Les membranes permettent de séparer le sel de l'eau. Pour 100 litres d'eau de mer qui passe à travers ces membranes, nous obtenons 45 litres d'eau douce. L'eau restante, appelée saumure, est rejetée en mer. Mais sa teneur très élevée en sel n'est pas sans conséquence sur les fonds marins, une question qui inquiète les élus français. Rejeter de la saumure pure sur l'ensemble de la biodiversité peut à un moment donné donner des déséquilibres très forts, très importants sur le parc marin. Ces installations restent également très chères et consomment encore beaucoup d'énergie avant même de procéder au dessalement. Il y a un coût énergétique aussi au pompage de l'eau. Donc si on prend de l'eau de mer pour l'amener à 30 km des côtes, on va rajouter ce coût énergétique. Et quand on va réinjecter les saumures dans la mer, plus la distance de rejet sera importante et plus il y aura un coût énergétique.
99% de l'eau dessalée est encore produite à partir d'énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Avec ces panneaux solaires, le container de Port-Vendre est donc porteur d'espoir. Malgré son coût élevé, 80 000 € l'unité, d'autres communes se montrent déjà intéressées. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis très fidèlement sur Green TV International.